Alors, bonjour tout le monde. Ici Alexandre Joyce de l'Institut de développement de produits. Je suis avec Daniel Normandin de l'Institut de l'environnement, du développement durable et de l'économie circulaire. J'ai rencontré Daniel, ça fait déjà peut-être 8 ans de ça, lorsqu'il travaillait pour le CIREG. Je n'avais jamais entendu parler des organismes, des chaires de recherche dans les universités. Et je l'ai rencontré, je crois, à travers Novae. Et Daniel est un entrepreneur, intrapreneur qui sait comment utiliser les organismes à sa disposition et les amener plus loin. Et je pense qu'il a vu juste en amenant la thématique de l'économie circulaire au Québec. Je vois que les gens continuent à arriver par pelleté. Alors, on va attendre un petit peu, mais peut-être introduire un petit peu, Daniel, ton background. On voit que tu as étudié en ingénierie avec un MBA, mais parle-nous un petit peu de pourquoi tu t'intéresses à l'environnement. En fait, je suis pas un ingénieur. J'ai travaillé très longtemps à l'école polytechnique, 23 ans pour être exact, mais ma formation de base, en fait, je suis biologiste. J'ai fait une maîtrise en biotechnologie environnementale et un MBA par la suite, mais j'ai consacré l'essentiel de ma carrière, en fait, aux enjeux d'environnement, développement durable, en démarrant et en déployant toutes sortes d'unités de recherche, en fait, qui répondaient à des enjeux technologiques ou des enjeux plutôt sociaux ou économiques, en fait, dans le domaine du développement durable et de l'environnement. Donc, je suis un peu ingénieur par adoption parce que j'ai travaillé longtemps à l'école polytechnique, mais mon background à la base est vraiment en sciences fondamentales, en fait. OK, je ne Voilà. savais même pas ça. Super intéressant. Et, euh, et parle-nous un petit peu de ton évolution. Parle-nous un petit peu là, peut-être les 10 dernières années. On sait tous que tu étais avec le CIREG. Parle-nous un petit peu de comment tu en es arrivé avant de parler d'économie circulaire, là, de ton parcours. Ouais. En fait, j'ai cofondé le CIREG en 2000. Le CIREG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre de recherche qui travaille sur l'analyse du cycle de vie, donc la mesure de l'empreinte environnementale des produits et des organisations. J'ai donc démarré avec des profs de Polytechnique ce centre-là et j'y suis resté jusqu'en 2009, à partir de quoi j'ai démarré un Quantis, en fait, qui est une entreprise de consultation qui fait de l'analyse du cycle de vie. Et en 2014, en fait en 2013, je voyais un petit peu d'évolution de l'économie séculaire au niveau européen, au niveau asiatique. Et j'ai eu l'initiative donc de démarrer un institut universitaire sur la problématique d'économie séculaire qui était pas du tout traité en fait à l'échelle nord-américaine du côté académique. Alors le projet a été accepté et puis donc j'ai quitté Quantis en janvier 2014 pour éventuellement pardon, démarrer l'Institut d'économie circulaire, en fait l'Institut EDEC, qui traite également de développement durable et d'environnement, là, en avril 2014. Donc, on a un petit peu plus d'un an d'existence, puis je vais vous en parler un petit peu plus dans les slides qui suivent, mais c'est un peu l'historique de l'évolution des choses. On voulait vraiment donc développer cet institut pour permettre donc de positionner le Québec et le Canada sur la thématique de l'économie circulaire, à l'instar de ce qui se passait en Europe et en Asie. Super. Alors, pour les participants, voici un petit peu ce qui vous attend. On va continuer avec Daniel pour la prochaine demi-heure dans sa présentation. On voit qu'il y a une belle, des belles diapositives qui s'en viennent, qui ont été désignées par une amie à nous, Marie Remond, dans souvent des cas. Euh, Daniel va nous parler pendant une demi-heure et ensuite, je vais faire une petite présentation entre le lien entre l'éco-conception et l'économie circulaire. Et ensuite, on va ouvrir à vos questions. Alors, préparez vos questions. Vous pouvez toujours les écrire dans le chat. Moi, je vais les noter. Premier arrivé, premier servi. Alors, à la fin de la présentation, on va répondre à toutes vos questions. Donc, on essaie de fermer ça pour une heure pour que vous puissiez retourner au bureau. Mais sans plus tarder, je remets la parole à Daniel qui va nous parler de dans quel sens ça tourne, ça, l'économie circulaire. Alors, merci Alexandre. Donc, je vais couper ma caméra de mon côté pour laisser votre attention plus sur les slides. Euh, alors, juste pour vous dire en deux mots ce qu'est l'Institut EDEC, en fait, c'est un institut qui regroupe des chercheurs, en fait, au total 400 chercheurs du campus de l'Université de Montréal, donc qui proviennent de Polytechnique, de HEC, de l'Université de Montréal, dans toutes les disciplines. Notre mission, c'est vraiment de fédérer, en fait, cette force vive en recherche interdisciplinaire du campus pour faire émerger à la fois des nouveaux projets de recherche, mais aussi des nouveaux projets de formation
dans des disciplines ou dans des enjeux sociétaux qui sont importants. Donc, nos thèmes fédérateurs actuels sont l'économie circulaire, évidemment, qui est l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais également le changement climatique puis tout ce qui touche les problématiques liées à l'eau. Notre action, en fait, c'est pas juste de faire de la recherche et de former, mais aussi de faire du transfert vers nos parties prenantes externes, qui sont les citoyens, les entreprises, les gouvernements. On travaille évidemment pas en vase clos, donc en partenariat avec d'autres unités de recherche à travers le Québec, le Canada et aussi au niveau international. On a déjà des partenariats qui sont bien établis avec des organisations britanniques, françaises, hollandaises dans le thématique, entre autres, de l'économie circulaire. Alors, juste pour vous donner peut-être une petite idée de qui participe à l'économie, pas l'économie circulaire, mais à l'Institut EDEC, pardon. Voici quelques exemples de professeurs et de thématiques qui sont traités à l'intérieur de l'Institut. Donc, c'est un petit échantillonnage de nos 400 professeurs. Il y a également au-delà de 1500 étudiants au cycle supérieur qui participent à l'Institut. Et on fédère environ 200 unités de recherche, que ce soit des laboratoires, des groupes, des chaires, des centres à l'intérieur du chapeau, en fait, que constitue l'économie circulaire, l'Institut EDEC. Alors, le plan de la présentation que je vous propose aujourd'hui, donc, c'est de vous parler pourquoi transformer le modèle économique actuel. On va voir de façon plus en détail ce qu'est l'économie circulaire, les différentes stratégies de circularité qui s'appliquent, quels sont les acteurs impliqués, puis comment on peut les mobiliser, les outils, en fait, dont on a besoin pour déployer l'économie circulaire, et puis éventuellement, donc, des éléments de conclusion. Alors, pourquoi transformer le modèle économique? On n'est pas sans savoir, donc, que la démographie, je dirais, humaine est assez galopante sur la planète. On est actuellement en mode exponentiel au niveau de notre développement de population. On devrait atteindre normalement environ 9 milliards d'individus en 2050. Les démographes s'attendaient pour dire qu'on atteindrait un plateau en 2050, mais les plus récentes études démographiques montrent qu'on va plutôt se stabiliser aux alentours de 2150 avec une population qui avoisinerait les 12 milliards d'individus. Donc, ces 12 milliards-là d'individus, évidemment, vont vouloir éventuellement consommer les ressources que la Terre recèle, et donc faire en sorte que, évidemment, ces ressources-là puissent leur apporter un bien-être qui est un peu équivalent à celui qu'on a dans nos pays industrialisés. Et le plus inquiétant dans tout ça, en fait, c'est que la classe moyenne, qui est actuellement estimée aux alentours de 2,5-3 milliards, devrait doubler d'ici une quinzaine d'années. Or, la classe moyenne est la frange de la société qui consomme le plus de ressources. Donc, tout ça va contribuer à créer une pression relativement importante sur des ressources qui montrent déjà, dans certains cas, des signes de rareté, surtout du côté, évidemment, des ressources non renouvelables, qu'on pense évidemment à certains métaux stratégiques qui rentrent dans la composition des produits et services que l'on consomme actuellement. Et si on regarde les ressources qui sont vraiment vitales comme l'eau, on peut voir que, par exemple, cette pression sur les ressources va faire en sorte que d'ici 2050, la disponibilité par capita d'eau devrait normalement être diminuée de façon substantielle. On pense que ça devrait évoluer de 16 800 mètres cubes d'eau par personne en 1950 à environ 4 fois moins, donc 4 800 mètres cubes d'eau par capita. Alors, il faut donc trouver les moyens de façon assez urgente là, de découpler en fait la croissance de population avec la croissance évidemment de la pression sur les ressources. Juste pour vous montrer un petit peu, pour illustrer le propos, on peut voir ici l'évolution donc de la consommation de ressources par capita de 1980 jusqu'en 2020. Donc, on voit bien qu'il y a une tendance manifeste en fait qui est là en fait et qui est évidemment relative au fait que de plus en plus d'individus veulent obtenir un niveau de vie confortable. Donc, et ça, évidemment, ça repose beaucoup dans le modèle actuel du moins, sur la consommation de ressources. Ce qui a sonné l'alarme, en fait, ce n'est pas nécessairement le constat que je viens de vous parler. En fait, c'est un peu relié, mais ce sont plutôt les manufacturiers qui commencent à s'inquiéter. Ce qu'on peut voir, en fait, dans le graphique qui est illustré là, c'est le prix, en fait, la variation du prix de certaines commodités depuis le début de l'ère industrielle, grosso modo. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que l'ingénierie, en fait, ou l'efficacité de nos modes de production, en fait, en sorte que
le prix a relativement chuté entre 1900 et puis les années 2000, avec malheureusement beaucoup de volatilité qui était due à toutes sortes de raisons, évidemment des épisodes de guerre, mais aussi des chocs énergétiques, des chocs pétroliers. Mais ce qui est le plus important de constater, c'est que depuis les années 2000, le début des années 2000, en fait, il y a une croissance évidemment évidente du prix des matières premières. Il y a encore évidemment beaucoup de volatilité. Il y a une croissance à la hausse qui a commencé à se manifester. Cette tendance-là ne s'arrêtera pas avec, évidemment, ce que je vous ai présenté tantôt, des pressions sur les ressources qui vont être occasionnées par cette augmentation assez importante donc de la population terrestre. Alors, donc, on peut voir que malgré la volatilité, la tendance de la courbe est relativement évidente. Et ce qui sonne l'alarme des manufacturiers, en fait, c'est que est-ce qu'ils vont être capables de s'approvisionner de manière efficace et rentable, en fait, pour être capables de produire les produits et répondre aux besoins de la population dans les années qui viennent? Et si oui, à quel coût? Et actuellement, à cause de la grande volatilité du prix des matières premières, les entreprises ont de plus en plus de difficultés à fixer le coût de revient de leurs produits au-delà d'un horizon relativement court, à peu près 3 ans. Donc, il faut essayer de voir comment on peut pallier à ce problème de ressources. Le problème majeur, en fait, tient à notre économie actuelle, qui est une économie dite linéaire, où essentiellement, depuis le début de l'ère industrielle, on extrait les ressources, on les transforme, on les distribue, on les consomme et on les jette. Alors, c'est le modèle, en fait, qu'on a appliqué depuis le début de l'ère industrielle, avec cette pensée magique comme quoi les ressources de la planète étaient infinies. En fait, beaucoup d'économistes pensaient comme ça. Alors, la résultante, on se retrouve aujourd'hui avec des problèmes donc d'approvisionnement dans certaines matières stratégiques. Et donc, il faut penser à un autre modèle en fait d'économie qui permette de pouvoir augmenter l'efficacité des ressources qu'on utilise. Alors, c'est là que rentre en jeu le grand objectif qu'on doit tous collectivement en fait mettre en œuvre, donc, ou plutôt rencontrer, c'est-à-dire malgré la croissance donc de la population, malgré la demande en fait de produits et services qui viennent évidemment satisfaire à ce besoin d'augmenter notre bien-être, évidemment, et tout ça est couplé évidemment à notre activité économique. Il faut être capable donc de répondre à ces besoins de croissance économique tout je dirais, en dématérialisant l'économie. Donc, être capable de répondre à ces objectifs d'accroissement de bien-être tout en utilisant moins de matière pour être capable d'en arriver aux mêmes objectifs et surtout de découpler l'accroissement des besoins et de l'activité économique des impacts sur l'environnement, qui sont évidemment un enjeu aussi important, sinon davantage que cet enjeu lié à l'approvisionnement en ressources. Alors, il y a, je dirais, une conjoncture qui est relativement favorable, je dirais, qui est historiquement favorable, qui n'a jamais été aussi favorable pour le changement de modèle économique, où on voit des consommateurs, des entreprises, des travailleurs, des syndicats et des gouvernements qui constatent le problème et qui sont prêts à embarquer dans des nouveaux modèles d'affaires, des nouvelles façons de faire qui vont faire en sorte qu'on va être capable de répondre à nos besoins actuels et tout en laissant suffisamment de ressources pour permettre aux générations qui vont nous suivre de répondre aux leurs, en fait, qui est la définition qu'on pourrait dire du développement durable. Donc, il y a une conjoncture je dirais, d'attitude, d'attente, de développement technologique, d'expertise qui ont été développées au fil du temps. Tout ça converge actuellement vers un changement de cap au niveau économique. Alors, et c'est là on introduit la notion d'économie séculaire. Qu'est-ce que l'économie séculaire? Il n'y a pas actuellement de définition très arrêtée du concept d'économie séculaire. Il n'y a pas de consensus encore au niveau international, quoique on travaille là-dessus depuis quelques années. Quand je dis quelques années, c'est à peine 2-3 ans. Mais on pourrait dire que la définition avec laquelle l'Institut, en fait, est la plus confortable, c'est celle-ci. Essentiellement, donc, c'est un système économique, donc un système d'échange et de production qui vise essentiellement à accroître de manière substantielle la productivité des ressources qui sont utilisées de manière à diminuer l'impact sur l'environnement, permettre le bien-être des individus, réduire évidemment le taux d'extraction des matières premières en amont et puis surtout arrêter d'en jeter, d'en éliminer en aval. Donc, essentiellement, l'économie circulaire, c'est un peu ça. Comment on peut augmenter de manière substantielle la productivité des ressources qui circulent déjà dans le marché.
Si on revient à notre schéma de tout à l'heure, le schéma horizontal, on voit que l'économie circulaire, essentiellement, est représentée par le cercle qui est ici. Essentiellement, ce qu'on vise à faire, c'est conserver donc nos ressources à l'intérieur du marché, donc pour éviter qu'ils se retrouvent dans le type d'enfouissement qui est illustré là. Donc, par toutes sortes de moyens, et c'est ce qu'on va vous présenter, c'est ce que je vais vous présenter dans les slides qui suivent, mais je voulais vous montrer d'abord et avant tout donc le schéma global ou le schéma pédagogique de l'économie circulaire. Alors, quelles sont les stratégies de circularité? Les stratégies, en fait, elles visent, grosso modo, elles concourent à une chose, c'est essayer d'allonger le plus possible la durée d'usage des produits qui circulent déjà dans le marché. Alors, on va voir ici une partie des stratégies, pas l'ensemble des stratégies, mais on va voir les plus importantes. Dans les stratégies qui sont déployées actuellement en économie circulaire, les plus importantes, je dirais, au niveau du changement de paradigme, du changement de mentalité, au niveau de la façon dont on va distribuer nos produits, on va les consommer sur le marché, ce sont ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité et l'économie de partage. Donc, ce sont deux grandes stratégies économiques, deux grands modèles d'affaires qui sont en train de prendre de plus en plus d'importance sur le marché. Donc, si on regarde à la base, pour être capable, évidemment, de récupérer le plus possible des avantages des produits qui ont été déjà créés et d'allonger leur durée d'usage, en fait, la première chose, c'est d'essayer de préserver le plus possible leur intégrité, de conserver leur fonction. Et pour ce faire, bon, il y a toutes sortes d'organisations qui visent à réutiliser, à redistribuer les produits qu'on a déjà et qui fonctionnent encore très bien. Et vous connaissez sans doute, évidemment, tout comme moi, bon, les entreprises comme Kijiji, comme les PAC, mais aussi des entreprises de type économie sociale, comme Renaissance, par exemple, qui vont récupérer les produits, qui vont les redistribuer sur le marché, en faisant travailler donc des gens qui ont de la difficulté à s'insérer sur le marché du travail. Donc, ce genre de stratégie-là permet donc de remettre en marché des produits qui fonctionnent déjà. Donc, on n'a pas besoin de retravailler le produit en tant que tel pour lui donner une deuxième vie ou un deuxième cycle de vie. La prochaine stratégie, en fait, c'est ce qu'on appelle la consommation collaborative. Puis là, on entend beaucoup parler en ce moment dans le cas de Uber, par exemple, qui fait les manchettes en ce moment. Donc, le partage au niveau des voitures, il y a toutes sortes de modèles d'affaires avec Communauto, avec Car2Go, avec Uber, qui permettent donc de partager des équipements ou des produits, en fait, dans ce cas-ci, des voitures qui circulent déjà, qui ont déjà été évidemment mis sur le marché. Donc, on partage entre différents usagers l'équipement en question, ce qui fait en sorte que la voiture individuelle, qui normalement passe, selon les statistiques, à peu près 23 heures sur 24 dans un espace de stationnement, puisse être utilisée à bon escient et pour éviter éventuellement de produire des voitures qui, évidemment, viendraient siphonner les ressources de plus en plus rares en amont pour répondre à un besoin individuel qui n'est pas justifié dans ce cas-ci. La consommation collaborative touche aussi évidemment le logement. Donc, encore une fois, on voit apparaître sur le marché toutes sortes d'initiatives de couchsurfing. Donc, il y a des individus qui peuvent partager des chambres ou même des divans chez vous par le biais de sites Internet qui mettent en contact donc des gens qui vont offrir ce genre de service-là et des demandeurs, ou évidemment des appartements, des maisons à travers Airbnb ou Home Exchange, par exemple, dans le cas d'échange de maisons pour des vacances. Donc, ces nouveaux modèles d'affaires-là sont apparus avec l'apparition donc des plateformes numériques sur les systèmes mobiles, que ce soit les téléphones, que ce soit des tablettes. Et tout ça n'existait pas il y a à peine 5 ans, en fait. Hein. Ce sont des nouvelles technologies qui ont permis l'apparition de ces nouveaux modèles d'affaires-là. Ça va jusque dans les espaces coopératifs de travail ou dans les espaces de jardin qu'on peut éventuellement partager, ou des espaces de stationnement domestique qu'on peut également partager. Il y a d'autres initiatives aussi qui visent le partage de toutes sortes de produits. Vous voyez ici des vêtements, vous voyez à droite avec Ziloc, là, des vêtements ou des appareils électroménagers ou des appareils électroniques. Donc, tout ça est en train de se mettre en place à une vitesse beaucoup plus grande que ce qu'avaient prévu les gouvernements. Et là, on a de la difficulté en ce moment un petit peu à encadrer tout ça d'un point de vue réglementaire, mais il y a un besoin manifeste. Le marché, évidemment, réclame ce genre de produits-là et les plateformes numériques, encore une fois, viennent pouvoir offrir des possibilités aux offreurs, donc de pouvoir offrir leurs produits aux demandeurs.
L'autre le grand pilier d'économie circulaire, c'est ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. L'économie de fonctionnalité, en fait, c'est un modèle d'affaires où les entreprises demeurent propriétaires de leurs produits et vendent pas le produit lui-même, donc vendent le service associé au produit. Ici, on voit donc quelques exemples. Safecam, entre autres, qui est une division de la compagnie Dow, en Europe, offre un service de nettoyage de pièces à base de solvant. Donc, ne vendent plus le solvant lui-même, mais conservent la propriété du solvant, offre le service de nettoyage. Une fois que les pièces sont nettoyées, ils récupèrent les solvants, les repurifient et peuvent les réutiliser en fait pour nettoyer d'autres pièces. Donc, on voit ici les avantages de ce modèle-là. On signe des contrats avec des clients, donc on garde un lien avec le client d'une part. On a un contrôle sur la fin de vie du produit en question qu'on peut recycler. Donc, on a un accès à une matière première relativement en continu. Donc, on peut sécuriser notre approvisionnement en matière première. Pardon. Et s'assurer comme ça, donc, qu'on puisse perdurer dans le temps. La compagnie Philips, que vous voyez plus bas à gauche, en fait, fait en sorte qu'elle a développé un nouveau modèle qui est actuellement en essai, où plutôt que de vendre des systèmes d'éclairage, on vend plutôt des unités d'éclairage, donc ce qu'on appelle des luxe, qui est une unité d'éclairage. Donc, dans le modèle d'affaires en question, on approche le propriétaire d'un bâtiment institutionnel, on lui dit nous, on s'occupe de l'éclairage, donc on va vous vendre un certain nombre de luxe par année à un prix déterminé d'avance. Et si la technologie évolue, évidemment, on va faire en fait que la technologie va être changée au fur et à mesure, va être remplacée. Donc, Philips reste propriétaire de son équipement. S'il est bien éco-conçu ou bien conçu, en fait, peut simplement changer quelques pièces et ramener donc le système au client en question, récupérer donc les gains de productivité dans ses poches. Donc, le client, lui, s'assure d'avoir un prix fixe pour le service. L'entreprise, elle, peut bénéficier des gains technologiques qui sont faits par son département de recherche et développement. Donc, tout le monde est gagnant dans un système comme celui-là. Il y a un autre système qui est bien documenté, qui est Michelin. Michelin offre donc pour les flottes de camions, non pas des pneus, mais plutôt du kilométrage. Donc, Michelin demeure propriétaire des pneus, offre aux propriétaires de flottes de camions lourds, en fait, un prix au kilomètre fixé d'avance. Michelin demeure propriétaire des pneus, s'assure par télémétrie que les pneus sont toujours gonflés à la bonne pression, donc l'usage du pneu en est bonifié. Les pneus qui sont gonflés à la bonne pression font en sorte qu'on consomme moins d'essence, donc ça rentre dans les poches du client et donc moins de gaz à effet de serre générés, donc évidemment concourt aux objectifs que les gouvernements se fixent en matière de réduction de gaz à effet de serre. Et ce modèle-là, donc, a prouvé son efficacité. Michelin a pris des grosses parts de marché avec ce système-là en Europe et va multiplier, en fait, le modèle à travers la planète. Xerox, on connaît très bien l'exemple Xerox. Pour ceux qui ont des entreprises et qui font affaire qui ont des équipements de photocopie, Xerox, donc, offre non pas les photocopieurs, mais plutôt des photocopies à l'unité. Et il demeure propriétaire de l'équipement et puis en assure évidemment l'entretien, en fait. Donc, on voit que ce sont des nouveaux modèles qui sont en train de se mettre en place, de se multiplier et qui offrent des avantages indéniables au niveau de l'entreprise, de fidéliser une clientèle, d'avoir accès à une matière première en continu, de bénéficier des gains technologiques. Évidemment, dans un cadre comme celui-là, les entreprises ont tout à fait intérêt à déployer des produits qui sont les plus robustes possibles, qui sont réparables et qui peuvent éventuellement eux-mêmes en assurer la maintenance et la réparation. Alors, l'autre étape après, évidemment, une fois que les produits ont été entretenus et maintenus, on sont arrivés en fin de cycle, c'est la récupération des produits pour les réusiner, les reconditionner et les remettre éventuellement sur le marché. On a des exemples très concrets avec les ordinateurs, par exemple. Bon, vous avez ici la compagnie Incertec, qui est une entreprise d'économie sociale qui permet aux ordinateurs en fin de vie d'avoir une nouvelle vie, tout en permettant la réinsertion de gens sur le marché du travail. Donc, on récupère les ordinateurs, on change ce qui a changé, on les nettoie et on les remet donc sur le marché. Philips aussi a fait la même chose avec l'équipement de radiologie, en fait, de radiographie, où ils récupèrent certaines pièces de leurs équipements pour les reconditionner et remettre en marché donc des équipements de radiologie, en fait, qui sont en partie du moins, qui sont loués et qui sont en partie du moins reconditionnés.
Donc, plus on garde, évidemment, intègre ce qui a déjà été appliqué sur le produit au niveau de sa fabrication, plus le retour sur l'investissement pour l'entreprise est grand dans ce cas-là. Alors, juste ici un exemple avec Renault qui a une usine de pièces réusinée et qui crée beaucoup d'emplois en France, tout en réduisant évidemment de façon très importante son impact environnemental dans la production de ses voitures. On va voir plus tard en fait un exemple concret de Renault là-dessus. Alors, quels sont les acteurs impliqués? Évidemment, il y a différentes façons de déployer l'économie circulaire, soit à l'échelle d'une organisation, à l'échelle d'un produit, d'un procédé, d'un territoire, d'un secteur d'activité, ou même à l'échelle des ressources elles-mêmes. Alors, je vais vous montrer si tu veux lancer, Alexandre, la vidéo, il y a une vidéo en fait qui a été produite par la compagnie Renault, donc un fabricant de voitures, et qui montre en fait un peu à l'échelle d'une organisation quelle est la stratégie d'économie circulaire qu'une organisation peut mettre en place. Donc, à toi, Alexandre. Mon truc est bloqué automatiquement. OK. Ah, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est mieux le temps. Ouais, ouais, ouais. Tu peux le faire en PDF éventuellement, on peut le faire. Oui, on peut le faire. Ouais. Ben, je pense que je savais la clientèle approcher. En fait, c'était là, avec ce qui était fait comme recherche par Paul, c'est intéressant. On faisait, non, ça va être publié bientôt. En fait, c'est encore public. Il est en train de regarder quel dia il va publier son affaire. Ouais. Non, il y a des belles choses. Il est loin, puis là, ils vont continuer dans ce mode-là. C'est sûr que tu peux en faire un peu de volet économie de service. C'est pas mal intéressant. Puis là, j'ai d'autres profs qui s'en occupent, qui veulent s'intégrer dans ce mouvement-là. Des gens en économie, des gens en marketing, des gens en communication, euh, des gens en sociologie aussi, qui veulent voir comment les consommateurs vont s'ajuster là-dedans. On va regarder l'économie de service. En fait, on appelle ça l'économie collaborative, là, qui est le grand chapeau de l'économie de service, l'économie de partage, l'économie de fonctionnalité, en fait, qui vient se situer en dessous. Même ça, en fait, c'est pas encore tout à fait achevé au niveau de la nomenclature, là, mais on travaille là-dessus. C'est un gros mouvement, en fait, qui est en train d'être étudié. Ouais, mais c'est ça, les PSA, c'est rentré dedans. Ouais. Alors, ils ont été étudiés d'ailleurs à travers l'article. Oui, il y a des effets rebonds. Il faut être capable de prévenir, en fait, d'identifier et de prévenir, puis il y a des mécanismes pour le faire. J'en parlerai vers la fin avec le cas de la Suède, là, qui est en train il y a un projet de déploiement d'économie circulaire sur une quinzaine d'années. Ça, c'est pour les gens, les gens du secteur manufacturier, ils voient ça, ils s'alignent en général. Moi, je l'ai présenté la première fois dans un cours en génie industriel à Polytechnique. Là. Les gens étaient là, écoute, la moto, elle aurait décroché. Je pense qu'elle aurait donné. Il y en a beaucoup au Québec qui font du. L'économie circulaire? Ben, t'as l'AVN, le groupe l'AVN, en fait. Ben oui. Le groupe l'AVN, les autres récupèrent toutes les cartouches d'encre des gros fournisseurs de papier, Lexmark et tout ça. Fait que, eux qui font du remanufacturing de cartouches. L'industrie aéronautique le fait. Pratt & Whitney, Rolls-Royce, ils font du furbishing en grosse partie des moteurs, puis ils remettent quand même garantie pour 30 ans. Alors, ça c'est très commun, en fait. Mais en fait, on est en train de recenser un peu ces exemples-là, parce qu'il y a des éléments d'économie circulaire qui sont présents au Québec, mais qui ne sont pas sous le chapeau de l'économie circulaire, qui ne sont pas dans cette logique-là, parce que c'est des initiatives qui sont un petit peu
répartis dans le territoire, qui ne rentraient pas dans une logique globale, tu vois. Fait que là, il faut être capable de recenser tout ça. C'est un certain fait, c'est l'économie circulaire, en fait. Alors, ça ne s'était pas comme ça dans leur cas au départ, mais là, maintenant, ils s'inscrivent dans cette logique-là. C'est une histoire d'entreprise qui ont fait un cycle. Parce qu'avant, ils vendaient un produit de façon linéaire. Target le fait. Target. Le plus gros manufacturier de revêtement de plancher de gazon artificiel. Ouais. Ils sont là-dedans. Le Vein Target, Interface le fait. Regarde, si tu vas voir dans le CE100, là, donc le CE100 de la Fondation de McArthur, tu en as plein là-dedans d'entreprises qui ont. Ouais. Mais québécoise canadienne, Target, c'est pas québécois, là, c'est pas canadien non plus, c'est luxembourgeois, mais ils ont une usine à Farnham. Le cas graphique, Oui, oui. Oui, oui. Ben, quand eux ils commencent à le faire, mais c'est pas québécois. Transformation. Ouais. Ça marche. Une situation que j'avais fait de l'essai. Là, ça me montre pas de vidéo. Mais on avait le. Parce que la résolution était très bonne sur l'écran. On revient. Bon, donc on peut voir ici, avec l'exemple de Renault, une stratégie vraiment très complète, en fait, de l'intégration de l'économie circulaire comme modèle d'affaires pour l'industrie automobile. On peut dire que Renault, en fait, est relativement pionnier par rapport aux autres grands fabricants. Mais ceci dit, en fait, il y a un mouvement, en fait, vers l'économie circulaire qui est en train de s'opérer, du moins au niveau des grandes entreprises. Puis là, on a un exemple ici. Il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Ellen MacArthur en Angleterre qui a en fait, qui regroupe une centaine de grandes entreprises, parmi lesquelles on retrouve Unilever, Ikea, Nespresso, Philips, qui s'inscrivent actuellement dans ce nouveau virage, dans le changement de paradigme économique qui est l'économie circulaire, en mettant en place donc des nouveaux modèles d'affaires, et on pourra en discuter de manière plus précise éventuellement. Alors, juste pour vous dire, évidemment, au niveau du produit en tant que tel, bon, on l'a vu avec la voiture, mais il y a des exemples ici qui ont été recensés, entre autres, bon, au niveau des téléphones mobiles. Les téléphones mobiles, en fait, si on regarde globalement la durée d'usage moyenne d'un téléphone mobile, qui est due à l'obsolescence technologique et non pas l'obsolescence mécanique du produit, c'est environ 6 mois. Alors, Google commence à travailler sur un projet de téléphone modulaire où on pourrait changer éventuellement uniquement quelques composantes du produit pour le rendre plus conforme, en fait, au goût du jour, si on veut. Mais il y a eu des études qui ont été faites ici par la Fondation Ellen MacArthur, justement, en fait, par le cabinet McKinsey pour la Fondation Ellen MacArthur sur le cas du téléphone, pour voir dans le scénario actuel où il y a à peu près 15% des téléphones à gauche, on peut voir, là, 15% des téléphones qui sont actuellement recyclés ou reconditionnés, 85% se retrouvent dans les sites d'enfouissement. Versus un scénario de transition où on aurait 50% donc des téléphones qui seraient éventuellement recyclés, remanufacturés et réutilisés. Quels sont les retours pour une entreprise dans le cas d'une économie de fonctionnalité? Et ces retours-là se chiffrent en milliards juste pour l'Europe. Donc, on voit que le potentiel donc d'économie pour les entreprises en termes de matières premières et d'énergie est énorme. En termes de déploiement de l'économie circulaire, on peut le faire également à l'échelle d'un territoire. Puis certains d'entre vous connaissez très bien l'écologie industrielle, en fait, qui vise essentiellement à créer des synergies entre les entreprises pour permettre de partager des ressources et de l'énergie. Donc, souvent, on dit que dans le contexte d'écologie industrielle, les matières secondaires ou les déchets d'une entreprise peut devenir la matière première d'une autre. Donc, on essaie comme ça, à l'échelle d'un territoire, d'optimiser en fait l'utilisation des ressources et d'énergie pour, en bout de ligne, s'orienter vers une production de déchets zéro, tout en maximisant donc la productivité des matières. Donc, ça, c'est relativement bien connu. Et donc, l'écologie industrielle est une composante importante, donc une stratégie importante de déploiement de l'écologie industrielle, de l'économie circulaire, pardon, à l'échelle d'un territoire.
Un autre exemple de déploiement de l'économie circulaire, c'est à l'échelle en fait, plus qu'un impact industriel, mais à l'échelle d'une ville, par exemple. Ici, on a l'exemple de la ville de Paris. Paris est en train en fait, de mettre en place une stratégie de déploiement d'économie circulaire et le premier exercice qu'ils ont fait, c'est un exercice qui visait à mesurer ce qu'on appelle les flux de matière qui entraient dans la ville, qui en ressortaient et les flux qui étaient éventuellement dissipés dans la nature. Donc, ils ont fait l'exercice en question. Et là, évidemment, j'ai pas l'animation, en fait, du site Internet, mais vous avez ici l'adresse du site en question. Vous pourrez aller jeter un œil et puis jouer avec les différents paramètres. Mais ce qu'on vise à faire essentiellement, c'est de savoir, de mesurer donc l'importance des flux de matière qui rentrent et qui sortent du territoire. Quelles sont les initiatives qui visent, qui concourent à maximiser ou à optimiser l'utilisation des ressources qui circulent sur le territoire. Et si on se fait des objectifs éventuellement de productivité de matière, quelles sont les autres initiatives qu'on devrait mettre en place pour atteindre ces objectifs? Alors, il y a eu à l'échelle des secteurs d'activité, encore une fois, par la firme McKinsey, des études qui ont été faites à l'échelle européenne pour voir quels étaient les secteurs d'activité qui avaient un potentiel très élevé de déploiement d'économie circulaire. Puis vous pouvez voir dans le cadran supérieur droit, en fait, les secteurs d'activité pour lesquels les retours étaient les plus importants. Donc, on voit ici le secteur des transports, que ce soit par wagon, soit au niveau de l'aviation, le secteur des équipements lourds. Donc, ce sont des secteurs qui pourraient retrouver par l'économie séculaire et entre autres l'économie de fonctionnalité des retours relativement importants et relativement rapidement. Alors, au niveau des acteurs qui contribuent évidemment au déploiement de l'économie séculaire, c'est clair que en ce moment, ce qui est important de faire, c'est de développer des connaissances et des compétences pour permettre le déploiement de l'économie séculaire. Et c'est comme ça que l'Institut EDEC vient se positionner, c'est-à-dire pour former les ingénieurs, les biologistes, les hommes et les femmes d'affaires de demain, pour être capable de déployer ces nouveaux modèles économiques-là. Mais le gouvernement a aussi un rôle à jouer en mettant en place des politiques, des réglementations, des incitatifs qui vont concourir évidemment à l'émergence de l'économie circulaire. Alors, juste pour vous donner des exemples, ici, vous avez sur le territoire européen, sur le territoire asiatique, différentes initiatives qui ont été mises en place. Donc, beaucoup de lois qui ont été sur l'économie circulaire, qui ont été mises en place par différents pays, avec des cibles de productivité de matière. On voit ici pour l'Europe, donc, d'augmenter de 30% la productivité des matières d'ici 2030, avec un objectif également concomitant d'enfouissement zéro sur le même horizon de temps. Les Allemands se sont donné un objectif de doubler la productivité de matière d'ici 5 ans, avec le même objectif d'enfouissement zéro. Alors, donc, on voit que l'Europe et l'Asie sont vraiment mobilisés, en fait, sur l'économie circulaire, sur le plan politique, sur le plan réglementaire. Alors, ici, bon, on va passer très rapidement puisque le temps file, mais vous aurez éventuellement une copie de présentation. Vous pouvez voir, donc, les objectifs que se sont donnés certains pays que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, une autre étude importante qui est très, très récente, en fait, qui a été publiée, en fait, en avril 2015, qui montre, en fait, on a fait des simulations de déploiement de l'économie circulaire sur un horizon de 15 ans en Suède. Et on s'est fixé des cibles, donc, de proportion d'énergie renouvelable dans le mix énergétique national de la Suède, des cibles également d'efficacité énergétique et efficacité matérielle sur le même horizon de 15 ans. Et les simulations ont montré que sur un horizon de 15 ans, on pouvait réduire de manière très importante. Donc, ici, on parle de 70% de réduction de gaz à effet de serre, en plus d'avoir créé sur le même horizon de temps 100 000 emplois nets créés et une augmentation du pays intérieur brut de 3%. Donc, le modèle d'économie circulaire tel que déployé dans l'exemple du Tour de Rome prouve en fait que ce modèle-là est économiquement rentable et qu'il y a des bénéfices environnementaux et les bénéfices en termes de création d'emplois sont indéniables. Alors, évidemment, l'économie circulaire ou le déploiement de l'économie circulaire est un projet complexe, global, mais évidemment pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, incontournable. On s'entend globalement pour dire que c'est un modèle d'économie qui va se déployer sur un horizon relativement long, donc on parle de 15 à 20 ans. Ça implique évidemment de mettre en relation toutes les parties prenantes, donc de faire en sorte que les différentes parties prenantes ou les différents éléments des chaînes de valeur soient mis en réseau
qu'on ne parle plus vraiment de chaîne de valeur, mais plutôt de boucle de valeur, et que les consommateurs, autant que les entreprises manufacturières, que les gouvernements, travaillent de manière conjointe pour établir des types de productivité de matière, pour mettre en place des programmes, des incitatifs dans tous les ministères qui vont concourir aux objectifs que se fixe l'économie circulaire, de manière à ce que le Québec et le Canada puissent prendre un leadership là-dedans, ne pas subir en tant que tel les conséquences du déploiement de l'économie circulaire en Europe et en Asie, qui sont évidemment des partenaires économiques de l'Amérique du Nord. Alors, les outils, évidemment, vous les connaissez en bonne partie. Donc, l'éco-conception qui est vitale, évidemment, dans une perspective d'économie circulaire pour faire en sorte que les produits puissent être réparables, qu'ils puissent être démantelables dans les composants les plus simples, peuvent être recyclés par la suite comme matière première. Donc, il y a un volet là très important d'éco-conception qui doit encore être travaillé, qui doit être mobilisé, qui doit être mis en place. L'approvisionnement responsable de la part des gouvernements pour inciter les entreprises à mettre en marché donc ces nouveaux modèles d'affaires pour répondre aux besoins gouvernementaux. Toute la question de la logistique inversée est importante aussi. Comment on va récupérer le produit dans les mains du consommateur pour le ramener chez le manufacturier et évidemment le retravailler pour le redistribuer, pour le remettre en marché. L'analyse du cycle de vie, des flux de matière, donc pour être capable de repérer des gisements de matière sur un territoire, l'analyse du cycle de vie pour être capable de prendre les bonnes décisions d'un point de vue empreinte environnementale lorsqu'on a des choix à faire. Et toute la question, évidemment, des matières résiduelles, domestiques, entre autres, qui devront être, encore une fois, bonifiées pour faire en sorte qu'on valorise au maximum les produits qui se retrouvent dans le bac à recyclage et éventuellement aussi dans notre sac à déchets, et faire en sorte que le déchet ultime, en fait, soit de plus en plus petit, éventuellement inexistant. Alors, en conclusion, donc, on peut dire que l'économie circulaire est un modèle économique qui véritablement pave la voie à un développement plus durable, parce que contrairement, évidemment, aux initiatives qui avaient été jusqu'à présent, je dirais, mises en place à l'échelle internationale, on a ici un cadre avec des objectifs qui sont beaucoup plus précis. Donc, on amène beaucoup plus de cohérence au niveau des initiatives en tant que telles. Les études jusqu'à présent montrent qu'on peut créer de la richesse tout en respectant donc la capacité de support naturel de la planète, autant au niveau de ses ressources renouvelables que non renouvelables. L'économie circulaire, donc, est en fort déploiement au niveau international. J'ai pu le constater il y a un mois en Europe. On ne parle que d'économie circulaire, donc il faut que le reste du monde, notamment l'Amérique du Nord, en fait, embarque dans ce mouvement-là le plus rapidement possible. Et ce qui fait en sorte que, contrairement peut-être aux initiatives de développement durable qui semblent, dans beaucoup d'entre elles, s'essouffler un peu, c'est que l'angle d'entrée économique, en fait, qui est la conjoncture actuelle que je vous ai présentée tout à l'heure, milite, je pense, pour le succès de l'économie circulaire, mais évidemment, ça exige la participation de tous les acteurs, évidemment une bonne sensibilisation et le développement des compétences appropriées. En somme, selon la question initiale qu'on s'était posée, je pense que l'économie circulaire tourne dans le bon sens. Merci. Alors, il y a quelques questions donc qui ont été... Oui, Daniel, alors juste pendant que je suis en train de faire un transfert vers la deuxième présentation, posons la première question. Alors, la première parlait de l'emploi et du cycle de l'emploi. Comment est-ce que tu vois l'économie circulaire affecter la notion de l'emploi? En fait, lorsqu'on regarde de manière très macroscopique la façon dont les emplois sont distribués à travers la planète, là, à peu près le quart des emplois repose sur l'extraction et la première transformation des matières premières, alors que les trois quarts des emplois vont plus sur le manufacturing et évidemment l'économie de services. Donc, si l'économie circulaire en fait s'oriente de manière lourde sur justement l'économie de services et le remanufacturing des produits, c'est clair qu'on va créer beaucoup plus d'emplois que sur l'extraction en tant que telle des matières premières et leur première transformation, qui elle-même devient de plus en plus mécanisée, donc utilise de moins en moins de main-d'œuvre. Donc, c'est un peu le pari que fait l'économie circulaire en tant que telle. Et les simulations qui ont été faites dans le cadre justement de la Suède prouvent en fait, démontrent ce fait-là. OK. Je voulais m'assurer qu'on comprenne la distinction entre éco-conception et économie circulaire. L'éco-conception qui, selon moi, est la façon de faire, une des façons de faire
comme tu l'as noté, là, pour mettre en action l'économie circulaire. Donc ça vient du Eco Design Center au UK. Ça a été repris par nos collègues du pôle d'éco-conception en France, dont Samuel Meyer. Et je trouve ça très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de facteurs communs, là, la notion de la boucle fermée, les outils, les méthodes, une approche cycle de vie est un petit peu plus présente en éco-conception, mais de la façon que toi tu le présentes, Daniel, et avec ton background, c'est sûr qu'on parle d'une approche cycle de vie aussi. L'innovation dans les modèles d'affaires, ça a été très, très présent dans ta conférence. Ça l'est aussi en éco-conception, de plus en plus. D'ailleurs, je dédie mon doctorat à ce sujet-là. L'efficience des ressources aussi. Là où on en parle plus en éco-conception, un peu moins en économie circulaire, c'est dans la notion de la réduction de la consommation. C'est une préoccupation qui est très chère à l'éco-conception, qui évidemment peut faire partie de l'économie circulaire. Là, c'est pas un ou l'autre. Là, c'est juste que disons que c'est plus cher, c'est plus proche des pratiques de l'éco-conception que ceux de l'économie circulaire. À l'inverse, l'économie circulaire a toute, comme tu viens de le mentionner, toute une notion sur l'aspect économique que l'éco-conception, des fois, est en mesure de toucher et des fois un peu moins. L'économie circulaire est à un niveau un petit peu plus élevé au niveau de la consommation durable et aussi, je dirais, toute une influence politique, et on en parlait en introduction ensemble. C'est intéressant de voir la présence de l'économie circulaire dans les mouvements politiques et dans les gouvernements, dans les politiques qui s'en viennent. Donc ça, c'est une très grande force de l'économie circulaire, que l'éco-conception, elle, était beaucoup plus technique, plus appliquée à un projet à la fois et que ça se rendait pas jusqu'à ce niveau-là. Donc, c'est intéressant de voir comment les deux ont des liens ensemble. Et j'ai fait un autre petit schéma. En fait, ça vient de mes études. Je remarque les 3 niveaux dans une entreprise. Les entreprises se posent des questions, pourquoi est-ce qu'on existe, et on développe des stratégies pour mettre en place comment est-ce qu'on va aller attaquer un marché. On se pose la question comment est-ce qu'on va le faire? Bien, il faut avoir des pratiques, des opérations. Et le comment ou le quoi, c'est-à-dire c'est dans des projets, c'est le produit qu'on émet ensuite. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que la pratique de l'éco-conception donne lieu sur des produits éco-conçus. Mais de point de vue stratégique, lorsqu'on parle de modèles d'affaires, des modèles d'affaires d'économie circulaire, Daniel, tu viens d'en parler encore une beaucoup. Donc, ça nous amène à avoir des nouvelles opérations, des nouvelles pratiques, notamment des services qui, eux, incluent des produits. Et donc, je trouve ça intéressant de penser qu'il y a un filon conducteur entre l'économie circulaire, l'éco-conception, qui est un moyen de mettre en marche cette économie circulaire-là. Et puis, je vois un lien entre chacune des étapes de la pyramide là, pour mettre la stratégie en place dans un service, le service qui, lui, inclut des produits qui sont éco-conçus. Alors, je pense que c'est intéressant d'aligner tout ça, puis je voulais m'assurer que les gens voient ça. Juste un dernier petit mot sur comment l'éco-conception le fait. Il y a peut-être pas tout le monde qui a la chance de voir la démarche d'éco-conception de l'EDP. J'ai ici les 6 étapes de l'éco-conception, comprendre les enjeux. Donc, Daniel a introduit les enjeux d'un point de vue encore plus macro. Mais pour les entreprises, c'est important de voir d'un point de vue micro. Ici, j'ai l'exemple de Victor Innovatex qui reprend ses textiles en fin de vie pour les remettre en œuvre. L'exemple des parties prenantes et de l'UMEC, on en a parlé, ça se fait pas en vase clos, il faut comprendre les acteurs autour de soi. Le cycle de vie, c'est une façon scientifique de s'assurer qu'on est en train d'améliorer les impacts environnementaux. Ensuite, là, on rentre dans les aspects plus managériaux, de gestion, disons. On établit des priorités d'éco-conception, on les intègre, ces priorités-là, dans les projets, on développe les produits à ce moment-là. La dernière étape, c'est qu'on communique la valeur environnementale. Donc, je voulais juste m'assurer que vous voyez comment l'éco-conception et l'économie circulaire vont main dans la main. L'avantage de l'économie circulaire, c'est que ça crée, on en parlait encore une fois tout à l'heure, ça crée un pull d'un point de vue politique et les entreprises sont appelées à répondre à ça. Puis il y a des gens qui poussent pour qu'on soit plus efficace avec la matière, notamment à cause des coûts qui grandissent. Alors, c'est intéressant de voir comment les deux éléments vont ensemble. Alors, je ferme la présentation. Oui, vas-y, Daniel. Je dirais même que l'éco-conception, en fait, est un pilier absolument incontournable de l'économie circulaire. Il n'y a pas d'économie circulaire sans éco-conception. Il faut repenser les produits. Alors, pour moi, c'est un outil de cette stratégie globale, de ce changement de paradigme économique. Donc, c'est pas en opposition, c'est au contraire, c'est une composante essentielle et incontournable de l'économie circulaire. Excellent. La deuxième question qu'on a reçue vient de Martin Bissonnette, qui se trouve présentement à Tadoussac. Il nous pose la question par rapport à l'industrie agricole.
On veut savoir, est-ce que c'est quoi le rôle que pourrait jouer l'industrie agricole dans l'économie circulaire? Et notamment, je pense que c'est une sous-question un petit peu plus pointue. On parle de biostimulants ou biocontrôle, notamment les pesticides ou insecticides. Donc, selon toi, c'est quoi ton opinion là, sur le rôle de l'économie circulaire? De manière théorique, l'économie circulaire, ce qu'elle vise à faire aussi, c'est de détoxifier, entre guillemets, l'environnement, donc d'essayer d'avoir des productions les plus naturelles possibles. Là, on s'entend donc s'orienter vers des productions les plus organiques ou les plus biologiques possibles. Dans une perspective d'économie circulaire, si on veut augmenter, encore une fois, la productivité des ressources, qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables. Dans le cas de l'agricole, on parle de ressources renouvelables, hein, on parle de ressources vivantes à la base. C'est de faire en sorte que les résidus en fait, un, c'est d'arrêter le gaspillage, en fait, de l'éviter le plus possible, donc de mettre en place des procédures qui limitent le gaspillage lors du transport, par exemple, de la conservation des aliments, mais aussi d'essayer d'ajuster l'offre et la demande. Ça, c'est très important. L'autre chose, en fait, c'est que les résidus agricoles, plutôt que qui se ramassent dans les poubelles, c'est de s'organiser, en fait, pour en retirer la plus grande valeur possible. Il y a toutes sortes de projets en ce moment qui sont en train de se monter pour créer des espèces de bioraffineries agricoles et forestières, d'aller extraire des molécules qui autrement sont produites par la pétrochimie, d'essayer de les extraire à partir d'une biomasse agricole. Une fois qu'on a fait ça, on peut effectivement biométhaniser les résidus en question, produire de l'énergie et prendre ce qui reste pour éventuellement créer un compost ou un fertilisant agricole, en fait, qui viendrait renourrir la terre. L'idée là-dedans, en fait, c'est de faire en sorte que nos produits agricoles ou nos résidus agricoles ne se ramassent pas dans des sites d'enfouissement, mais contribuent plutôt à fournir les molécules utiles pour notre consommation, d'une part, ou la fabrication de produits et services ou d'énergie. Ultimement, en fait, évidemment, reviennent nourrir la terre qui va reproduire de nouveau des ressources renouvelables, des ressources biologiques. Maintenant, mettons-nous dans les chaussures des manufacturiers québécois. Imaginons qu'on est une petite entreprise d'une centaine d'employés qui, c'est à peu près la question que je m'en viens poser, Monsieur Beauregard. Alors, imaginons qu'on est une petite entreprise qui fait des transmissions et d'habitude, on est un fournisseur d'une grande entreprise. C'est pas nous qui vendons le produit final. Nous, on est un sous-produit. On est un fournisseur. Et donc, comment est-ce que nous qui faisons des transmissions, mais à grande quantité, on est vraiment très ciblés, comment est-ce que nous autres, on pourrait commencer dès demain à s'intégrer dans cette mouvance de l'économie circulaire? Je vois deux stratégies possibles, en fait. Si on prend l'exemple de Renault tantôt, je ne sais pas si M. Beauregard, en fait, a assisté en fait, c'est, oui, Kim Beauregard, c'est peut-être une femme. Je ne sais pas si c'est un monsieur. En fait, bref. Donc, assister à la vidéo de Renault, mais on voit là-dedans que Renault a signé des partenariats avec des fournisseurs pour, par exemple, récupérer la matière, d'une part, ou la reconditionner dans certains sens. Donc, je pense que l'économie séculaire repose, en fait, sur la mise en relation de tous les acteurs d'une chaîne de valeur. Donc, effectivement, si dans le cas des transmissions qui sont fabriquées par l'entreprise en question, et qui sont évidemment introduites dans un véhicule. Ce véhicule-là, plutôt que d'être vendu dans une perspective d'économie circulaire, est plutôt loué en tant que tel, ou à ce moment-là, la compagnie en question, sa job à elle pourrait être de récupérer les transmissions du véhicule en question pour les reconditionner puis les remettre dans le circuit. Donc, de faire en sorte qu'on utilise moins de matière et d'énergie pour produire une transmission à qualité égale que si on avait à extraire des matières premières et les retransformer dans tout le cycle, en fait, pour produire une transmission à partir de zéro. L'autre modèle d'affaires, en fait, c'est peut-être que la compagnie, et ça, on le voit de plus en plus apparaître dans les papiers qui parlent d'économie circulaire, la compagnie pourrait décider elle-même de dire, moi, je reste propriétaire de mes transmissions et je les loue à mon client. Donc, s'assurer d'avoir toujours un approvisionnement continu en matières premières. Alors, dans certains papiers, en fait, que j'ai pu lire, même, on recule plus loin que ça. On pense même aux entreprises extractives qui voudraient rester propriétaires des métaux en tant que tels. Ah ouais. De traçabilité, en fait, pourrait faire en sorte que ils ne font que louer, en fait, les métaux dans les différents usages qui sont déployés à l'échelle planétaire. Donc, tout ça est en train de prendre forme, de se réfléchir, de se mettre en place. Il faut réfléchir à l'économie de fonctionnalité.
l'économie de partage, puis voir comment, en fait, ces nouvelles philosophies, ces nouvelles stratégies-là peuvent affecter positivement notre modèle d'affaires actuel. Excellent. Et je t'ai posé la question lorsqu'on écoutait la vidéo, mais ça serait quoi les exemples d'économie circulaire au Québec? Évidemment, on a en tête les Cascades qui sont des pionniers du recyclage qui reprennent leur matière. Il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent Soleno qui font des tubes pour la gestion des eaux pluviales, qui, eux, ont acheté leur recycleur de matières premières. Ils font avec de plus en plus des plastiques recyclés. Et eux, ils ont dit, on aime tellement cette matière recyclée-là qu'on va acheter notre fournisseur et on va l'amener dans notre équipe pour s'intégrer un petit peu plus verticalement. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'entreprises québécoises qui font de l'économie circulaire? On parlait de Groupe Lavergne, entre autres, qui a des ententes en fait avec des grands fabricants d'imprimantes comme Lexmark, comme Hewlett Packard, par exemple. Eux récupèrent pour eux, en fait, les cartouches, les reconditionnent et les remettent dans le circuit. Donc, ils sont vraiment dans une méthode de close loop avec leurs partenaires manufacturiers. On a aussi une usine ici à Farnham, entre autres, d'une entreprise luxembourgeoise qui s'appelle Tarkett. Eux font des revêtements de sol, entre autres des gazons artificiels là, pour les terrains de soccer. Alors, eux, ce qu'ils font, en fait, ils ont commencé à mettre en place justement un modèle de location de revêtements de sol. En bout de ligne, ils récupèrent le produit, ils vont séparer le back, ce qu'on appelle le backing, donc le dos du revêtement de sol qui est en caoutchouc, la partie supérieure qui est le gazon artificiel qui lui est fait en PVC. Ils vont recycler tout ça, ils vont refaire du nouveau gazon artificiel. Avec le backing, en fait, ils vont créer du matériel d'empésage, en fait, là, parce que les gazons artificiels, il y a de l'empésage hein, ça s'appelle du sable ou ça s'appelle des particules plus lourdes qui servent à maintenir le tapis en place d'une part, mais aussi à servir d'agent absorbant lorsque les joueurs tombent au sol. Donc, ils ont mis en place ce système-là. Je voyais un exemple, ben, c'est malheureusement pas québécois, là, mais je voyais récemment aussi Adidas qui vient de mettre en œuvre un nouveau soulier fait à partir de déchets Ouais. de plastique qu'on retrouve en fait sur le bord des océans, entre autres les filets de pêche. Interface Lord, d'ailleurs, aussi, qui est un autre fabricant de revêtements de sol, un programme aussi où il récupère un programme où il récupère les filets de pêche qui se ramassent dans le fond des océans, mais aussi sur la terre ferme. Ils ont un programme qui ont mis en place avec les paysans, pour récupérer les filets de pêche, pour être capable de refaire d'autres produits Interface Lord, donc d'autres moquettes, entre autres. Mais au Québec, entre autres, bon, il y a SRT qu'on a parlé tout à l'heure, donc qui reprend des ordinateurs, qui les reconditionne et les met en marché. On a Pratt & Whitney, donc le fabricant de moteurs d'avion, qui récupère ses moteurs d'avion au bout de 30 ans, va les reconditionner certaines pièces du moteur en question, va s'assurer qu'ils correspondent évidemment en termes de qualité et de performance à toutes les exigences aéronautiques et les remettre en marché avec une garantie équivalente, là. Alors, donc, c'est des exemples, mais ce mouvement-là est en train d'émerger. Hein. On commence à documenter des cas. Et le Québec est un peu, je dirais, peut-être un peu à la traîne, parce que l'économie circulaire est un concept qui commence à peine à émerger, alors qu'en Europe, on en parle depuis, et en Asie, depuis une dizaine d'années. Donc, il faut rattraper un peu ce retard-là. Je pense que les exemples vont se multiplier. Je pense qu'un dernier exemple dans le monde du mobilier, Réseau Bureautique, qui est basé sur le fait qu'ils reprennent des vieux mobiliers, ils les remettent à neuf et les revendent ensuite. Ils gèrent des grands parcs et même que, je ne sais pas le lien, là, mais Technion aussi a créé un espace usine pour la remise à neuf de certains de ses bureaux. Donc, on est rendu ici avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine d'exemples québécois et plus, là. D'entreprises qui font de l'économie circulaire. Est-ce qu'ils s'affichent économie circulaire? Je ne crois pas encore. C'est justement le rôle de Daniel que de faire comprendre ce mouvement-là pour que les entreprises réalisent qu'ils jouent un rôle dans ça, n'est-ce pas? Il faut toujours mettre en perspective que dans l'avenir, il va y avoir un problème d'approvisionnement de plus en plus lourd. Alors, il faut que les entreprises voient venir cette menace-là. En fait, c'est plus qu'une menace, c'est une réalité. Et ajustent leur modèle d'affaires en conséquence. Donc, je pense que les démonstrations actuelles vont faire en sorte que ce modèle-là va être adopté par de plus en plus d'entreprises, que ce soit à l'échelle internationale, mais ici au Québec. On est créatif, il faut juste se creuser un peu la tête, justement, puis voir comment on peut l'appliquer à notre échelle à nous. Ben, Daniel, je crois que c'était le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir présenté
tous ces mouvements de l'économie circulaire. Pour te rejoindre, si on a d'autres questions, comment est-ce que tu nous suggères de prendre contact avec toi? Envoyez-moi des emails. J'ai mon courriel, en fait, je l'ai mentionné en fait, je l'ai mis en ligne en début d'exercice, là. Mes coordonnées sont là. Ça me fera plaisir de répondre aux questions. Il y a une question ici sur les subventions, là. Ouais. Je peux juste dire que je travaille en ce moment, les gouvernements, pour être capable d'établir des programmes qui vont aider éventuellement les PME et les entreprises québécoises à prendre le virage de l'économie circulaire. Ben, merci beaucoup, Daniel, et puis on se reprend pour une autre fois. Au revoir. Merci aux participants. À la prochaine.